le professeur John Reginald Tolkien écrivait à son fils, alors aviateur dans la Royal Air Force, et qui bataillait contre les orques, pendant que son père polissait son seigneur. J'ai terminé mon 4e chapitre, qui s'appelait Faramir, et qui a reçu l'approbation sans réserve de CSL et de CW. Pour ceux qui ne savent pas, le professeur Tolkien se rendait chaque mardi soir dans un pub, The Eagle and Child, à Oxford, où les Inklings, doctes, écrivains, professeurs, enfants et buveurs de bière, hobbits autrement dit, avaient coutume de se faire la lecture. J'ai le regret de vous faire savoir qu'il n'y a pas de bière. Mais il y a des livres tout autour de vous. Vous aurez au moins la consolation d'avoir de l'argent à dépenser. Il y a même dans la grande masse des livres qui s'offrent à vous ici, ne manqueront pas de produire chez les visiteurs nouveaux quelques stupéfactions, un livre jaune. Dont l'entrée sur la scène de ses congénères, malgré une orchestration préfacière, tout ce qu'il y a de berliosienne, s'était faite avec une discrétion et il faut dire une pudeur tout à fait remarquable. Il s'agit de la légende d'Élias, tome 1. Nous ne gloserons pas sur l'allégresse dimitriéviesque avec laquelle on sut accueillir dans cette maison les naufrages commerciaux, promesse de sublime radeau de la Méduse, ni sur le caractère de transparence, sinon de l'auteur que l'apparence justement dénie, mais des lignes de ce livre jaune qui, à trop vouloir se croiser, se brouiller, ont sans doute de leur fureur structurelle découragé les foules que l'illustre patronyme de Baquet avait attirées dans ses parages. De tout cela, il a résulté consacré par ce jour solennel un événement, c'est-à-dire un processus de vérité. Vous reconnaissez, n'est-ce pas, cette douce tonitruance, c'est mon cher Gilles. Littéraire, dirait-on, je préférerais poétique. La légende d'Élias vient en effet de se couler dans un moule plus vaste. De polyphonique, elle devient monodique. De rhapsodique, elle devient linéaire et chronologique. De triptyque, elle devient monolithe et se recommence donc tout autrement. L'auteur, avec la bénédiction de son éditeur, ce qui est une chose rare, vous annonce que la légende d'Élias cède la place pour se redire mieux à l'oreille, y compris celle de son auteur, à la guerre de la terre et des hommes. Ce livre jaune, il aura donc eu finalement la valeur que j'emprunte à Novalis, et ce n'est pas une mince outrecuidance, d'un brouillon général. Voilà, c'est dit. Avant de lire les pages promises et de vous donner des nouvelles personnelles d'une fin d'empire, puisque c'est qu'annonce le programme, c'est donc à une double question que je vous invite. Car comme il est requis, vous êtes les vrais acteurs de cette soirée. Double question posée, si j'ose dire, aux Inklings du professeur Tolkien. Double question instable comme le radeau susnommé. Ou plutôt, comme deux radeaux, sur lesquels, eh bien, je vous propose de vous tenir un pied ci, un pied là, avec, entre les deux et devant et derrière, le vieil océan aux vagues de cristal. Y répondre, c'est ne pas couler. Nous verrons. La question double que je dis est la suivante. Attendez un instant. D'abord, une confidence. Devisant par écrit avec Jean-Claude Binaire, hôte régulier de ces murs intellectuels, ceux de l'Institut d'études lévinassiennes, présent ici sur son mode caractéristique à la façon du Bernard l'Ermite, celui-ci m'a demandé à propos d'autres écritures de votre serviteur, pour qui écrivez-vous? Question pertinente. Votre présence ce soir m'autorise ici à vous retourner la question. Vous charger d'une terrible responsabilité. C'est-à-dire à vous laisser la responsabilité et l'attestation de la réponse. Question qui, pour prendre son sens, s'accompagne d'un codicille, afin d'en faire un testament. Codicille donc interrogatif. Y êtes-vous? Y êtes-vous dans cette guerre? Dans cet empire que je vais non vous décrire ce soir, mais évoquer en creux à l'instant de sa naissance, provenu d'un ratage, d'une catastrophe. Y êtes-vous dans cet empire qui s'étend sur vos corps et sur vos âmes en exil? Y êtes-vous dans l'exil d'une langue, qui alors pourra se muer en radeau pour le fuir, et d'un nouveau repère, d'une tanière, d'un maquis subtil, pourra y distiller et lui administrer le poison? Y êtes-vous, ce qui est plus grave, ou moins grave, c'est selon, comme on dit, dans l'exil d'un sujet? Nous sommes chez les philosophes, honneur à eux. Et dès lors, comme une ruse, mais peut-être aussi comme une arme, quelque mythe vaut le coup d'être joué, ainsi que disait le vieux Platon, qui ce jour-là ne tentait pas le mythe, et pas Isomène, jouons. Jouons donc. Voici ce que je vous propose. Quelques bribes, d'abord, d'un tout en train de grossir de façon dangereusement inquiétante. Quelques épis d'une moisson à venir, cela pendant quelques minutes apéritives.
Puis pour finir, c'est-à-dire pour commencer, le premier chapitre de cette guerre in extenso. Après quoi, eh bien, l'aventure continuera, et nous verrons ce qu'elle nous réserve, et pour cela, il nous faudra boire, sinon de la bière, du moins, de ces jus que notre monde en guerre nous délivre encore. Un premier extrait, une visite impériale et papale au début du livre. Faite à Haar, premier héros, dans son village de Norden, dans la Frise, en Allemagne. Au cours du dîner, Haar explique à ses hôtes pourquoi sa maison est de tourbe. Je lis le premier extrait, bref. La tourbe me révélait, comme le soleil révèle la lumière, ce que j'avais deviné de la terre, du corps étrange de la terre, où tout s'accumule et se décompose. Cette vie, oui, cette matière s'était transformée, non en une forme, mais dans une matière nouvelle qui pouvait brûler. Alors, moitié pour rire, moitié pour m'exhorter, j'ai compris pourquoi je désirais une maison de tourbe. Je voulais que ma demeure portât en elle la trace du passé, des siècles qui se transforment et qui finalement se brûlent, parce que les siècles non plus ne sont rien, Gerbert, non. Rien de rien, pourvu qu'une intelligence les brûle. Le sourire dansait dans les lèvres du pape, mais dans ses yeux, l'envie, la convoitise se raidissaient et ne tarderaient pas à se muer en colère. La tourbe, donc, la plus pure sécrétion de la terre. Dans ce jeu que je vous propose de jouer, c'est donc la terre qui sera amenée à guerroyer. Il fallait bien que je commence par elle. Plus le récit avancera, plus elle sera présente, fourbissant des plaies et des foudres à bien châtier les hommes. Mais tout de même, que la terre agisse, c'est un peu fort. Écoutez parler Mahar, un nouveau venu dans la légende d'Élias. Première partie à présent de la guerre de la terre et des hommes. C'est un grand, étrange et sulfureux maître du savoir. Je pense que ça suggérera oui, c'est un suffixe à quelques-uns. Mahar est venu un beau matin dans la maison où le père de Har, le noble et austère Noras, enseignait doctement. Vous savez, le savoir, parfois fait de livres, beaucoup plus rarement fait de vie. Je ne dis pas l'expérience. Attention, l'expérience, ce polissage qu'opère l'accoutumance, je dis un vrai savoir, tout neuf, écrit en mots et en lettres sur un vrai livre de vie. Eh bien, une confidence, ni Noras, ni Mahar ne sont des savants dans ce livre-là. Mahar est accompagné par un homme gigantesque, un muet, dont la peau rayonne imperceptiblement d'une lueur ocre. Un dément selon toute apparence, mais qui fait plus peur qu'un dément. Ce matin-là, Mahar met un grand désordre, car il délivre sa doctrine. Il faut dire qu'il ose, il contredit Aristote. Et un autre maître aussi, de renom plus obscur. Il prête des intentions à la terre. Il n'y a rien de pire peut-être que ceux qui inventent un mythe de toute pièce, parce qu'ils ne comprennent qu'à demi ce qu'ils ont vu. Et l'on a tout lieu de croire que ce Mahar est de cela. C'est qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, alors des catastrophes s'ensuivent. Deuxième petit extrait. C'est Har qui parle. Il assiste à la leçon de Mahar chez son père. Va-t-il enfin dire ce qu'il veut? Pourquoi tant de phrases? Susurra Har, indifférent aux braises que son père tisonnait dans ses yeux. Je veux dire en fait, reprit Mahar, en soulevant fièrement la tête, comme pour défier son assistance, que tout ce qui se dit descend, oui, descend dans la terre, descend dans cette matière de tout le possible qui travaille au-dessous de nous. Et que cette matière, elle est pétrie par les paroles de tous les hommes, oui, exactement comme une pâte. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'âme y advient. Que dites-vous, maître? Vous dites donc que la terre a une âme? Le père de Har s'était levé à son tour. Habitué aux paraboles, aux énigmes de son maître, il n'avait non seulement pas réagi, mais s'était même scandalisé. On ne les a pas finir. Cette fois, l'heure était venue de conclure, et la métaphore était hypostasiée. La terre avait une âme. Cela ne se laissait pas dire. Non pas une, mon ami, mais un nombre, je crois bien. Il y a de l'âme dedans, un nombre d'âmes. Et je ne suis pas peu fier de l'avoir découvert, mon fils, et cette découverte a motivé tout mon voyage, pour te l'annoncer. Et cette âme que j'ai vue dans la terre, je lui dois la plus grande de toutes mes terreurs, et je lui dois ce livre des mondes.
que j'ai écrit sous le coup de mon voyage. Si tu le veux, je le montrerai à ton fils. » Le cœur de Har avait bondi, bien avant cette annonce. Dedans. Aussitôt la bouche de la terre lui était revenue à l'esprit. Dedans, un nombre d'âmes. Des hommes composaient ce nombre. Des âmes humaines faisaient âme dans la sourde glaise du monde. Pourquoi moi, siffla Har entre ses dents? Parce que ta réputation de devance, mon enfant, répondit Mahar, qui d'un bond fila vers lui à son oreille. Il y a un endroit où l'on se connaît bien. Un endroit de volcan et de sources brûlantes. Le monstre poussa un cri de détresse comme s'il avait été abandonné. Alors, Mahar retourna aussi vite à son compagnon et lui mit la main sur l'épaule. Cela le fit taire. « Le maître !» cria Har d'un ton moqueur qui l'imitait, prenant l'assistance à témoin. « Le maître dit que ces âmes sont faites de ce qui descend, qu'elles sont poreuses à toutes ces choses que l'on fit et que l'on dit au-dessus du sol. Ou bien le maître Mahar dit qu'elles sont au contraire ce qui pousse et qui croît, et qui parfois finit dans nos voies et peut-être dans nos gélatineuses cervelles, où elles ont toutes les apparences de l'esprit, nourries de nos pieds, qui se dissolvent dans les airs. Je ne le sais pas, mon enfant, répondit Mahar avec hâte. Ce que je viens de vous lire figure dans la première rencontre avec Mahar. Plus tard, Mahar reviendra. Et voilà ce qu'il adviendra. Troisième petit échantillon. De la Rhénanie où son père vivait, il était parti vers l'ouest. Un mot de Mahar, qui était revenu plein de fureur et de mystère quelques années après sa première visite, l'y avait contraint. Aller à l'ouest, puis, au plus avant de l'ouest, se retourner vers l'est. Être alors tout à l'est où la boucle s'achève. C'est là, à même la terre, exactement à l'ouest, exactement où l'ouest est ouest, et où l'ouest est est, que j'ai un jour pris une leçon que tu dois recevoir à ton tour, toi seul, toujours plus loin, vers l'ouest. Pars, aujourd'hui, sans quoi je ne peux garantir qu'il restera un monde. En secret de son père, le vieil homme lui avait remis une grande bourse, pleine de pièces d'or, de quoi voyager pendant au moins 1 an. Puis mystérieusement, il lui avait dit, quand tu seras arrivé, tu te croiras bon pour me rembourser. Mais je n'en veux pas, je suis aussi riche que toi. Mérite-le, mon enfant, mieux que moi. Que vous êtes donc étrange, maître Mahar. Pourquoi voulez-vous que je vous obéisse? Qui me dit que vous n'êtes pas fou? Ceci, la phrase, ta phrase, mon enfant. Har manqua s'évanouir. Alors Mahar le reçut dans ses bras et lui envoya une bourrade dans le dos. Encore une chose, maître. Où est votre grand serviteur? Celui qui aurait ressemblé à un colosse fait de terre, si je n'avais su qu'il était impossible qu'on fabriquât de pareilles créatures. Mahar fit une grimace de douleur. Il détourna la tête et souffla entre ses lèvres, là-bas. Har ira dans cet ouest. Là-bas, il découvrira ce qui eut décidé de la paix entre la terre et les hommes, et qui, parce que d'autres se sont rendus, y auront mis le désordre, c'est-à-dire un peu d'eux-mêmes, de leur bêtise, de leur ignorance, fera la substance de la guerre, oui, entre la terre et les hommes. Entre-temps, un empire tentera de l'empêcher, car il n'est pas d'homme qui fasse le mal sans qu'il ait été touché par un souffle de démence. Ce qui est dire que l'empire est assez fou pour se croire bon. Jusqu'à ce que sa mort s'ensuive, dans la deuxième partie de cette guerre qui portera le nom de colère de la terre. Alors une grande réorganisation sera imposée au monde. C'est Elias qui jouera le grand rôle. Cela, c'est pour un demain, s'il nous retrouve à nouveau. Je termine le long apéritif par la découverte de l'Ouest. C'est donc Har qui y est arrivé, après avoir traversé une région de l'Islande qui s'appelait alors Thulé, qui s'appelle le Land Manaludar. Ses yeux, qui n'avaient plus de paupières car la peau n'y signifiait plus rien, s'ouvrirent. Un arbre, colossal et rond, un chêne sans doute, dont les bras immenses et gracieux, toute force et toute bonté, semblaient s'ouvrir pour l'accueillir. En lui, dans son feuillage, des sons, des chaleurs, comme celles que des êtres qui ont froid se communiquent, se serrant les mains dans l'hiver. Des idées, hautes et complètes, tournant parmi les feuilles comme des flocons de neige, palpables. Des sons nés de l'esprit des hommes, joués entre les mains des hommes, ou entonnés des profondeurs de leur gorge. Des images qu'ils avaient fait naître de leurs mains, où les couleurs moussaient, tournaient, vibraient et vivaient
parce qu'ils avaient aimé les arbres et les montagnes, des chants, des poèmes où toutes les langues semblaient avoir trouvé refuge, tournoyant l'un après l'autre comme à ouvrir un bal. Et toutes les époques, tous les lieux du monde, tous beaux et légers de leur mutuel accord, se répondaient entre les vers. Voilà ce que le grand arbre, comme une sphère, ménageait au-dessous de son vaste corps. Au plafond, il pouvait voir que les branches qui montaient sans mal y piquetaient comme des étoiles. Les branches perçaient l'écorce du monde en autant de petits points, autant de petites bouches de la terre qui se mettraient ou non un jour à un homme à sourire, parler. Car cet arbre est sous le sol. Puis il regarda plus avidement, plus sérieusement, plus amoureusement ces rameaux rougeoyants qui partaient du trou. À moins qu'ils fussent, puisqu'il ignorait à présent les distances et les échelles, d'immenses vaisseaux de bois des régions. Peut-être avait-il toute la taille du monde, cet arbre sous le monde. Ou bien avait-il tout son âge, et l'exprimait-il en son corps, du dedans au dehors. Ce fut enfin que Har les vit, assis, devisant aimablement parmi les branches, éventé de quelques feuilles dont l'envergure était si considérable qu'il suffisait qu'elles tremblât pour qu'ils en fussent, et lui avec eux, parfaitement rafraîchis. Il y avait là en petits groupes espacés 70 hommes, jeunes et clairs, mais presque transparents aussi. 70 hommes qui, c'était probable, avaient traversé une vie, la leur, car telle pâleur lui évoquait la mort. Mais telle lumière lui évoquait la vie. Ces hommes n'étaient pas en vie, ils étaient pour ainsi dire des vies, parfaitement uniques. 70 hommes, 70 vies. Har les voyait sous les branches vêtus d'une cape blanche unanime, qui couvrait leur silhouette et leur tenue, faites de toutes étoffes, de toutes époques du monde, venues et à venir. L'espace était un temps, et le temps était un espace. Et tout cela formait la mesure. 70 hommes, car par eux, le temps avait mesuré l'espace, et l'espace avait mesuré le temps. Qui êtes-vous? Voulut-il demander à l'un d'eux, petit, l'air rêveur, dont les cheveux étaient recouverts d'une perruque blanche, terminée par un ruban. Il avait des bas et d'étranges braies qui s'arrêtaient à son genou. Dessus, sa cape était légère et dansait dans le vent propice, comme à un bateau dont on chante la brise. Il marchait, il s'arrêta, le regarda. Il sourit à Har, qui osa l'approcher tandis que les autres ne le regardaient pas. Peut-être que ce jeune était-il leur messager. Qui êtes-vous? Au lieu d'entendre une réponse, Har reçut en son propre cœur, qui soudain en fut comme rassasié et étanché, un repas de son, clair comme le lait, fluide comme la crème, doré comme le pain. Son né du bois, d'une sorte de flûte, mais plus grave et qu'il n'avait jamais entendu, qui oscillait comme un paysage changeant entre la tristesse et le rêve. Si belle était sa musique qu'autour de lui tournoyait son siècle, comme entraîné par elle. Ainsi, son siècle n'était pas vain, pas plus que sa terre ne l'était. De la vie passait là, par lui, autour de lui, ou bien le siècle lui-même n'était-il que l'ombre de sa ligne de son. Har s'acharnait, il voulait comprendre, il se tromperait. Un mot lui tomba dans l'esprit qu'il ne comprenait pas, comme une grosse goutte tombée d'une branche plus haute. Mozart? Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Har, sans entendre sa voix se répercuter nulle part, sinon dans ses tempes. Est-ce un nom? C'est un mot qui ne veut rien dire, lui fut-il répondu. Voilà. Vous avez à présent quelques données. Si vous avez consenti à le jouer avec moi, vous sentez que le sol est labile à présent, instable et malléable, mais qu'il nourrit des forces aussi qui grondent et protestent. Alors il faut commencer puisque la fin approche. Voici le début de la guerre de la terre et des hommes. Voici son premier chapitre. Avec deux petites ouvertures, l'une en un sonnet et l'autre en une page de prose. Le sonnet. Le roman de l'homme. Le vieux roman est mort, ami, qui te bredouille. Lâché, tu cherches l'air, éperdu, dans la nuit. L'air de chanter sans mots pour tenter une vie, quand plus de monde naît, pour qu'une langue y fouille. Mais tu étouffes, frère, où l'air aussi te souille, et sans plus art ni heure qui te guide où tu gis, geindre seul t'est laissé, pour qu'au moins en maudit,
tu foyes en dedans et t'y changes en houille. Ils sont là, près de toi, noircis mais leurs crocs luisent, grouillent contre ta peau en grande gourmandise. Ils sont hier et tourbes, au cœur lourd de la terre. Et toi, planant en rien comme un aérolithe, tu vois d'en haut la nuit que les tombeaux d'élite. La terre fend l'esprit qui s'en croyait l'enfer. Toujours une petite dédicace in memoriam Sibelius, puisque toute la légende est dédiée à Sibelius. Tome 1, la légende d'Élias, première partie, Harforden Rose, anno 999, en vrai de ne pas vous le dire en latin. Ce fut un mauvais rêve. Un rêve où l'esprit souffre, mais où le corps, aveugle, impuissant, se débat et sécrète. Sueur, souffle court, et le cœur enivré, crachant le sang dans les veines en un instable paquet. Il lui semblait, alors qu'il le rêvait encore, que sa volonté pouvait le contenir, mais il se trompait. Ses pensées, enroulées comme autant de cordes autour de lui, le ligotaient, et blessaient son esprit comme le chanvre cisaille les poignets. En tentant de répondre que cette durée n'existait pas, que ce rêve n'était que d'un instant, comme on le lui avait appris, il crut se délivrer, il ne fit que resserrer les liens. Car le temps existe dans les rêves. Même, il peut y jouer le plus sinistre personnage. Le cauchemar, alors, est un cercle sans dehors. Il marchait, dans une contrée désertique et glacée. Quelques touffes d'herbe vainement tentaient de pousser dans le vent salé, brutal, qui les plaquait au sol. Elles avaient une couleur maladive, grise, blanchâtre. Le froid, à chaque instant, devenait plus méchant, aiguisant dans la peau et les couches plus profondes un pressentiment indéfini. La peur, sans aucun mot où s'abriter. Oui, c'était le sol. Il regardait ses pieds à chaque pas. Au loin, des éruptions de vapeur poussaient leurs faibles cris puis retombaient. Plus loin encore, la mer grondait. Rien n'advenait sinon que la peur grandissait. Il regardait ses pieds car la menace venait du sol. Comment en était-on venu là, à craindre la matière morte de la terre? Comment le sable s'était-il fait maléfique? Comment la tourbe qui ne savait dire que les siècles de son lent pourrissement avait-elle fini par façonner un esprit, tout entier de vengeance et de destruction, pour qu'il ne reste plus de l'homme que son horrible souvenir? Mais il savait davantage. Tout était né autour d'un arbre, si beau, et des hommes autour de lui si beaux aussi. 70 hommes, tous les hommes. Il n'était que ce nombre. Cette énigme, d'autres avant lui l'avaient comprise. Le goût étrange qu'il avait éprouvé dans sa bouche, ce jour où il les avait vus, le même goût, à présent, sur la terre du froid, mêlé à une horrible puanteur. Un jet plus violent de vapeur le fit tomber. La joue avait été souffletée et restée chaude, endolorée. Il ne parvint pas à se relever. Il ne put que reculer, s'appuyant sur ses mains, alors il vit et entendit. Un fracas, des mondes qu'on projette l'un contre l'autre, des cris, humains et animaux, beaucoup de lumière frisée de bandes noires de ténèbres. Des cris de douleur, mais aussi des cris de guerre, de la rage, de la volonté et du mensonge, infiniment de mensonges. Où sont les 70 hommes? Pourtant ils étaient là, doublés de leur ombre qu'avait portée la terre, doublés de leur image figée dans un instant de leur vie, dans un geste, dans une pensée qui avait durci, puis chauffé, puis fondu, puis, dans la tourbe, s'était métamorphosée. Autant d'idoles qu'il y avait d'hommes. 70 idoles de toute taille et leur règne de fer qui se brisaient les uns sur les autres. Toutes ces choses qu'avait vues son rêve, maintenant s'élevaient dans une gigantesque colonne de poussière et de boue. Un cri, plus aigu encore, la coiffait et des flammes la bordaient. Des choses montaient vers le ciel, silhouettes, objets, maisons, et même des villes et des paysages, s'entrechoquaient, pourpoints et armoiries de ces êtres hideux qui les flanquaient dans la colonne, mais montant, elles ne pointaient pas vers la hauteur, comme semble le faire une montagne. Elles gonflaient, elles portaient plus haut comme on vomit les couches enterrées, désagrégées par les siècles, mais qui au-dedans, sous la croûte froide du sol, avaient fermenté. Alors le ciel inaccessible fut sali par la terre. Plus de mal ne se concevait pas, plus de laideur ne se pouvait pas.
La base avait sans doute la circonférence d'une vaste maison, mais le sommet de la colonne, plus luisant que la base, devait tout juste faire la taille d'un homme. Tout finit, même le mal. Alors ce mal finit. Il muta à son tour. Cette fois, il fallut sortir. Car la colonne était devenue un seul corps, une seule voix, un seul visage aigu et méchant plus que toutes les morts. Et c'est quand il parla qu'il s'évanouit dans son rêve, puisqu'il s'en réveilla, tout juste quand il prononça son nom. Fryer. Une visite dans les dunes de Norden. Il tentait de regarder la mer, par le petit carreau qu'il avait posé à la hauteur de sa paillasse. Il avait été transparente un jour, mais la suie du foyer l'avait noirci. Il frotta un peu, beaucoup, rien n'y fit. Il ne faisait qu'agréger davantage la passe noirâtre. Sa main frottait, appuyait, maltraitait la fragile surface. La fenêtre, sa messagère du dehors, demeurait obstinément opaque. Pourtant, il avait été heureux le jour où sa fortune secrète lui avait offert ce luxe encore inconnu en son temps, une fenêtre de verre. Requis par ses soucis, il avait négligé son précieux trésor. C'était sa faute, il aurait dû la nettoyer plus tôt. Son geste d'aujourd'hui était vain, s'il se croyait un but. Mais cette résistance graisseuse, qui, attaquée par assauts successifs, se refusait à la peau de chèvre qui devait l'absorber, cette matière rétive et persistante le fascinait. Elle semblait renaître à chaque fois dans de plus vastes proportions. Et toute la surface fut maculée. Je suis un ignorant. Il va me falloir étudier la suie, et moi-même. Seul parmi les hommes, je peux regarder le dehors depuis chez moi, et je ne vois rien. Je m'encrasse, voilà qui est certain. Sur cette pensée rassurante, il se releva, et ses genoux lui reprochèrent en craquant de s'être trop longtemps accroupi. Alors, il jeta brièvement les yeux sur le petit coffret de sapin que tous les jours il scellait soigneusement, après l'avoir descellé. Brusquement, il saisit son calame sur la table. Il fallait qu'il écrivît, non un traité, mais une sorte de lettre. Oui, de lettre, adressée à personne sans doute, mais qu'on découvrirait peut-être un beau jour, il le fallait, pour donner une consistance à ce vaste flottement où il était bercé, depuis le matin, entre le sommeil et la veille. Quelque chose se tramait dans les germes innés. J'ai, depuis hier, c'est en Italie, la certitude que quelque chose s'est produit dans l'Ouest. Bouche, de toute bouche de la terre, issue dernière, maison du dernier jour, intouchée, inviolée, tel n'est plus l'Ouest. L'inconnu s'est percé, et quelque chose s'en écoule. Aller à l'Ouest, puis au plus avant de l'Ouest, retourner vers l'Est, être alors tout à l'Est où la boucle s'achève. J'ai écouté ces paroles de Marat. J'ai écouté son conseil inconsidérément, car il avait parlé en récitant sans comprendre. C'est ainsi que toujours les ténèbres se firent. Quand j'arrivais, j'y vis de la paix, et tant. J'y vis de la beauté, et tant. Mais j'y vis autre chose aussi. Hélas, je n'ai jamais trouvé de nom pour la faire tenir dans mon crâne. Je n'ai pas de science, et je ne me suis pas fait mon esprit. Ces grandes énigmes me dépasseront. Si ce n'est moi, qui le pourra? Alors, au lieu où il n'est pas d'homme, personne n'aura la force d'être un homme. Je pense aujourd'hui aux trois anciens, et c'est à présent que leur exemple m'éclaire. Eux vécurent chaque moment de leur vie, jusqu'à la dernière seconde comme le dernier, clairs et féconds jusqu'à leur terme. Mais rien autour d'eux ne bougeait. Les bêtes, les tueurs, les fous sillonnaient leur contrée, ils les ignoraient, et en devenaient transparents. Leur nom même, illustre, leur devint inconnu. Ils vécurent leur tumulte dans l'âme, en hommes tranquilles dans le monde. Je n'aurais pas cette grâce. Le monde bouge, il me happe, il me menace. Quand je devrais regarder plus loin, il me capture. Mais alors, quand il faudra trancher, je n'aurai ni la force du premier, ni la rectitude du second, ni l'intelligence du troisième. Et je serai balayé par le grand vent venu de l'Ouest, où j'aurais dû inscrire ce que je devais y inscrire plutôt que de partir et de me taire, et de regarder tous les jours mon coffre, en espérant le comprendre. Quant à Marat, lui, avec ses prophéties et ses airs de savoir, il n'aura servi de rien. Ce soupçon qui l'envahissait aujourd'hui ne datait pas d'hier. Il en avait lu les signes dans les vents étrangers, chargés d'une teinte impossible dans le ciel, tandis qu'il l'avait découverte, mais en d'autres lieux, dans des mares brûlantes.
Ce soupçon, il l'avait écouté, et senti même, dans ces vides inexplicables où toute vie dans l'horreur semblait fuir tout visage. Visage soudain vain, comme si une force les avait tenus ensemble, et les avait justifiés les uns par les autres, mais que soudain, abandonnés par elle, ils se montraient les uns aux autres leur mutuelle nullité. Là-bas, dans l'ouest, était un lieu. En ce lieu, chaque lieu du monde s'était projeté dans tous les autres lieux. 70 hommes étaient autour de l'arbre. Sa découverte était merveille et crainte. Mais à mesure que l'instant de voir et de comprendre se délayait dans la durée, le temps devenait une vague plus haute et plus mortelle. Alors il reprit le calame et fit dire au parchemin « Mon souvenir est un dangereux gouffre. » Puis, un moment plus tard, il compléta « Car c'est hier que tout demain s'écrit. » Tout de même, il se mit à rire de lui et à plaider contre soi-même. Toutes ses visions étaient des humeurs du sang, et l'âge le gagnait. Son corps commençait là sa lente descente vers la tombe. Alors, comme tout homme, il avait peur de la génération nouvelle, uni par un dessein qu'il a travaillé à son insu. Plus loin, des guerres se préparaient. Un nouveau démon, fruit de la terreur des peuples, travaillait au fond de leur cœur à réclamer massacre et fureur sacrée. En somme, une idole nouvelle, on affublerait demain du nom de Dieu, comme on le faisait toujours, sans scrupule, sans même y penser. Allez, il fallait cesser de rêver, il se portait déjà mieux, il fallait nommer les réalités. L'Europe était mûre pour autre chose, voilà qui était certain. Le vieil empire était mort à tout jamais. Qui ou quoi lui succéderait? Quel serait son nom? Entre-temps, le monde avait perdu le sens. La terre n'avait plus ordre ni forme. Rome était oubliée et la Perse était loin. L'église, les chevaliers, les serfs et les paysans n'étaient plus à présent sur la surface de la terre que des corps sans lien et sans rapport. Que rien ne parvenait plus à agréger. Les hommes étaient égarés, dispersés comme les fruits d'un verger oublié. Toutefois, on ne les laisserait pas pourrir. Ils étaient d'un trop grand usage. Celui qui, se baissant, rassemblerait les fruits éparpillés, celui-là, à coup sûr, serait leur maître, il les posséderait. Mais cette tâche, fonder l'Empire, un vrai empire, pour qu'il gouverne tous les hommes à la fois de son idée nouvelle, il faut que le désarroi ait rongé le cœur de chacun d'eux. On a toujours assez de nerfs et de muscles pour souffrir sous les coups de son bourreau. Mais de quel effort, de quel travail ne protégerait-on pas son esprit, sa cervelle, toujours assez heureux pour refuser le moindre changement dans l'ordre des pensées. Sans leur concours, sans l'accord intime de chaque homme dans le fond de son cœur, il n'y aurait pas de nouvel empire. Quel animal est plus paresseux que l'esprit de l'homme, incapable de nouveauté, sinon quand l'agonie le presse? Voilà quelle était la vraie question. Harl l'avait posée, et il en fut soulagé. Il y eut un craquement dans son plafond. Il sursauta. Il entendit grésiller une mouche prise au piège, une toile inexorable. Il eut peur. Il avisa soudain une infime clarté dans la fenêtre. La suie en avait finalement épargné un morceau de la taille d'une olive. Il contempla et insista. Rien. Le monde guettait, vaguement nauséeux. Non, il n'écrivait pas tout cela. Ce détour par la réalité l'éloignait de son rêve. Et c'est dans son rêve qu'il avait vu miroiter un moment le regard terrible de la vérité. Mon vieux, dit-il, un petit regard à ton coffret te serait salutaire. Alors il ouvrit une dernière fois son coffret, et il examina son contenu avec plus de soin. Tout à l'heure, il avait à peine regardé. L'habitude l'amoindrissait. Il ne le fallait pas. Ce souvenir, aussitôt qu'il lui serait impossible de le raviver et d'en jouir à neuf, lui apprendrait qu'il serait mort. C'était un très vieux souvenir. Quand tout juste né et intouché encore, il marchait si mal, titubant et tremblant parmi les jambes trop hautes des hommes et des arbres. Un souvenir étrange qui le gênait parce qu'il parlait de la voix du comte. Pourtant, tout ce qui lui avait donné satisfaction dans ses longues et vastes études avait été effleuré de son aile. Cette fine décharge devant les choses au moment qu'on les comprend un peu plus, cette clarté qui soudain, quand l'étude a retenti de sa nouveauté, baigne un bref instant tous les êtres, chacune des fois bénie où il en reçut la grâce, il devinait en même temps, le surplombant de très loin, le passage infime du vieux souvenir. À nul il ne l'avait compté, non qu'il tint au secret, mais parce qu'il ne savait pas au juste de quoi là il se souvenait. Cela n'avait pas de nom,
mais cela s'était trouvé une place dans un petit coffret de bois. Son père, le maître Noras, homme de noble savoir et de grande autorité, l'avait un jour emmené en forêt près de leur maison. Le vieillard s'était assis. Lui jouait avec les brindilles et les cônes des sapins. Quelques longues minutes étaient passées. Soit que la question que son père interrogeait fût trop difficile, soit qu'il eût trop mangé de sa viande, le savant s'était endormi. Le tout petit garçon avait babillé à ses oreilles, rassurant sa somnolence d'une présence qui s'éloignait pourtant en tâtonnement concentrique. Il y avait des bruits de mouches la veille. C'était l'été. L'ombre leur épargnait la massive chaleur. Le tout petit garçon jouait avec une fourmi. Le père ronflait à présent. La petite bête allait bien vite, escaladant avec fureur les édifices que l'enfant disposait sur sa route. Là-bas, vers un bosquet de fougères ou de ces immenses feuilles des montagnes. Là-bas, vers un autre tronc immense, bien plus gros que celui des sapins. Une fourmi qui court, petites pattes folles, dans les taches immenses qu'elle traverse comme on change de monde. Puis il avait oublié la fourmi. Le jeu des lumières et des ombres, des textures du sol, douces et rêches, herbes et épines, mousses et écorces. Le petit garçon ne parlait pas encore. Aussi, ne prononçant pas, ne nommait-il pas ces choses sapins, fougères, troncs. Pourtant, elles étaient toutes, chacune plus que quiconque, ses intimes. Il les regardait et les comprenait. D'errements en station, il était arrivé loin de son père. C'était un moment libéré, comme un ombre pris pour lui-même, libéré de sa suite, de la succession des instants qui font les minutes et les heures, qu'on ne se rappelle jamais, car ils ne sont pas faits pour les mots. Il y eut un chant d'oiseaux, un court éclat de rire aussi, né dans sa gorge, et qui parvenait à ses oreilles comme un écho. Mais la petite main qui avait gratté la terre s'était suspendue pour un salut. 2 lèvres lui souriaient dans le sol. Le bébé ne disait plus rien. La bouche était douce, ourlée, ronde, souple. Elle n'était pas de chair, mais toute faite de terre. Une bouche dans le sol, une bouche de la terre. Noras s'éveilla. Il appela son fils dans la forêt, car il l'avait perdu. Il avait peur. La bouche s'arrêta de sourire. Lentement, elle se refermait. Le petit enfant fut triste. De toutes ses ressources de bébé, il appelait, tentant des sons entre ses lèvres, mordant et léchant où ses dents parvenaient, mais la bouche avait presque disparu. Il y eut un noir un moment dans ses yeux, mais il ne cria pas car il n'était pas effrayé. Comme les voiles de sa mère dont il aimait que son père les suspendît devant lui, quelques longues secondes où ses yeux s'en couvraient, quelque chose venu de très bas avait glissé sur son visage. Il se souvint de bruits d'oiseaux plus nets, comme amplifiés par le cocon, de brèves irruptions de couleurs, puis d'une ample lumière, qui d'abord jaillit de toutes parts, et soudain se résorba dans la nuit. Parut alors l'infime fil, où la lumière s'était mise en entier. Le petit bébé crut que l'ombre de son père, chaude et immense, avait germé du trait. Puis le jour lui revint, pendant qu'un rossignol se mit à crier en cascade de notes si variées qu'il reposa sa tête sur le sol, comme sur une mer dont le lait l'eût comblé. Devant lui, 4 boules de terre, parfaitement rondes et lisses. Derrière lui, son père, Noras, qui regardait. 4 boules. Une lumière d'or était sur la première, comme une trace du fil, qui avait traversé plus que l'espace vers lui. Une lumière d'argent sur la seconde, où toutes les choses qu'il ignorait encore, et qu'il saurait demain, projetaient leur éclat, que ne connaissait pas la terre, et dont seule la lune avait goûté la grâce. Sur la troisième, une lumière chamarrée, ocre, brune, où bourdonnaient des odeurs de fleurs, d'herbes, mais de troncs aussi, et de racines des profondeurs où toute la matière amassée sur elle-même invente la plus riche des nuits. Mais la quatrième avait une transparence, et sa lumière était de musique, et de mots même, car lui, ce petit être, ne savait pas encore manier, entre ses lèvres, ses serviteurs de l'esprit, mais les entendre et s'engorger comme d'un suc chaud et velouté. Oui, il le pouvait. 4 boules. Et Noras, qui versa des larmes en reprenant le bébé dans ses bras, avait ouvert un petit coffret qu'il avait dans les mains. On avait vidé le contenu sur un tas de feuilles, et sans poser la moindre question, déposa les 4 boules dans le petit coffre de bois qu'il scella, et qu'il donna à son fils quand il devint grand. Hart se souvint à tout jamais de la grimace de douleur sur la face de son père, quand il avait saisi les boules. Jamais, même quand il le vit mourir devant lui,
Ah, n'y eut autant de souffrance et de désespérance. Dès qu'il sut parler, il dut nommer son cadeau de la terre. Alors, comme un hommage à la dernière boule et à tous les mots qu'elle avait évoqués avant même qu'il pût en prononcer un seul, il le nomma la phrase. Plus tard, il se demanda si la phrase disait tous les mots d'une langue, et de quelle langue. Il ne put répondre. Il ignora presque tout à son sujet, mais rien ne lui avait donné plus de joie, d'espoir et de vigueur que d'avoir parfois consacré plus que ses forces à tracer son énigme dans l'esprit, afin de rendre à la terre à son tour le beau sourire qu'elle lui avait offert. Jamais, et même quand il en devina l'immensité, il n'eut l'idée ni le désir d'en tirer une puissance. Parce qu'une puissance n'est pas. Mais elle, cette phrase, elle était. Il ouvrit le coffret. Une étrange vapeur planait sur les quatre boules de terre, comme une brume sur un paysage. Encore une énigme ou une chimère. Il eut honte de lui-même. Dès ses 40 ans, il était devenu un grand savant à son tour. Mais à quoi bon pensait-il toutes ses études, toutes ses ratiocinations, et même parfois toutes ses vérités? Ces livres qu'il avait lentement écrits, s'attardant parfois à enluminer une lettre parce que le moment d'écrire était précieux. À quoi bon ces élèves qu'il écoutait avec tant de zèle et d'admiration? À quoi bon ces tâches sociales et politiques qu'on l'avait forcé à accepter et dont il s'acquittait aussi vite qu'il le pouvait? Si, disait-il en regardant sa malle scellée, en la fixant comme on scrute une énigme, le monde était à distance, si, passé le dernier jour de l'enfance vrai, il s'était montré incapable de comprendre la phrase. Cette question n'avait plus de sens aujourd'hui, elle n'était plus la sienne. L'heure arrivait. Les occasions que la vie lui avait offertes étaient lentement refermées. L'heure arrivait et le confort des grandes questions des années qui mollement s'enchaînent et des livres qui se feuillettent, tout serait demain en flammes, torches, dont déjà il voyait la lueur. Brusquement, il songea que ses idées désordonnées et maussades se nourrissaient de leur maison confinée, de l'odeur de terre qu'exhalaient les murs et de l'atmosphère douceâtre de la cuisine. Les bonnes effluves de la rôtissoire n'avaient pas encore envahi la maison. Baïta s'occupait du feu, où dansaient de hautes flammes. Il fallait attendre les braises. « Baïta, je sors !» cria-t-il à sa femme, qui rêvait devant l'âtre. « Tu vas les guetter ?» demanda-t-elle. « Va !» Baïta n'avait pu voir passer sur le long visage de son époux le mince sourire. Elle était terrible. Dès qu'il voulait lui cacher quelque chose, elle le nommait infailliblement. Maître Har revêtit sa cape de laine toute blanche qui lui descendait jusqu'aux pieds. La masse de sa chevelure grise, de sa barbe grise mais clairsemée, sa taille très haute, ses yeux clairs et profonds, lui composaient une allure imposante et noble. Quand il traversait son village de Norden, humble amas de maisons de pêcheurs et de quelques fermes sur la côte de la Frise, les hommes le regardaient avec respect ou ondoyaient parfois le frisson de la crainte. Il y avait beaucoup de vent à Norden. Il marchait, appuyé sur son bâton, avec parfois un bref regard pour les bêtes, cochons et bœufs, qui erraient non loin de ses jambes. Il traversa la bourgade, dont les façades de bois tenaient maladroitement à leurs poutres. Dans ces contrées humides, les murs se gondolaient vers l'intérieur des maisons et près du sol, pourrissaient dangereusement. Il alla d'abord chez son plus fidèle élève, le seul qui habitât son village, quoique à l'écart, un peu plus loin de la mer. Maître Kalmimus était penché sur son lutrin, plume d'oie à la main. La grimace qu'il faisait et la langue sortie dans l'effort arrachèrent Tahar si gai autrefois le premier éclat de rire de sa journée. Faites attention, écrivain pressé. Vous allez vous faire saigner la langue, non content de crever votre parchemin avec vos mains transformées en marteau. Oh, c'est bien facile de vous moquer, bougonna le disciple, trop vexé pour se lever devant son maître. Vous ne peignez pas, vous. Comment oses-tu dire cela, traître disciple? Raya, vous parlez sans effort. Vous professez, vous écrivez comme si vous récitiez une leçon. Moi, je sue et je trime. Et je dégorge moins de jus qu'un vieux navet fripé. Ah ah, faut-il que je conclue que monsieur boude et que rien ne lui fera changer d'humeur? Si, votre départ, sauf votre respect, mon maître. Oh, et puis, je ne sais même pas. Même quand vous serez parti, je continuerai de penser à vous. Si je ne vous avais pas toujours devant mes yeux, votre tête s'est gravée dans la mienne comme sur une pièce d'or parce que vous brillez trop. Oui, et si vous n'étiez pas là, j'y verrais peut-être un peu plus clair dans les choses de la science. Ne te fâche pas, mon bon ami. Je m'en vais, et je te laisse à ton ouvrage. Mais ne crois pas que je sois tout cela, mon garçon. Ta peine serait trop grande si je venais à partir vraiment. Et cela n'est pas bon. Kalmimus regarda furtivement son maître.
Il vit le nuage fuir au fond des grands yeux, qui rayonnaient maintenant d'un sourire complice. Le jeune clerc eut un peu honte de sa sortie, mais Har était déjà sur le pas de la porte. « À demain, dit fidèle. À demain, maître. » S'arrêtant sur le seuil, Har parcourut des yeux depuis la légère butte où la maison de Kalnimous se nichait, la ligne que dessinait Norden en longeant la mer. Combien de fois, depuis tant d'années, n'avait-il pas fait ce voyage immobile? Il le refit, avec application, commençant à l'herbe à ses pieds, dont tremblaient comme un peuple d'otages les petits paquets de brins, blancs en leur fête d'une capuche de sel marin. Rasant la boue détrempée alentour, sculptée par les pas et les carrioles, luisante comme un métal dans un bref rayon de soleil. Puis, en un bond de paupières, défilant le cortège des bâtisses, depuis le sombre cube du monastère, à l'extérieur du village, protégé par ses douves et son silence, jusqu'à la première maison, celle de Gottlob et de Gottfried, les deux pêcheurs qui s'acharnaient à ne pas mourir, quoiqu'ils passassent tout le jour, par tout temps, à errer trop loin vers le large, sur leur petite barque. Et de là celle du boulanger, ceinte de l'appendice de son four, et déjà noirâtre, quoique Wolfram s'acharnât, de fois l'an, à la chauler. Cochon dans l'auge, cheval à son étable, une chèvre à son piquet, puis la maison du gros péteur, soldat et féal du chevalier dont le château était caché à 1 lieue par la forêt. Ensuite, le triangle des 3 cahutes où couchaient les cerfs, où ils s'abattaient plutôt après leurs 12 heures au champ, gémissant parfois jusqu'à l'aube dans leur corps que ruinaient l'excès des tâches. La maison de la veuve, qui se faisait de si haut feu qu'on en voyait les flammes, en pleine nuit, tutoyer le ciel en s'échappant du toit. Et tout le monde chuchotait qu'elle était une sorcière. Combien de temps vivrait-elle encore? Encore 5 toits de pêcheurs, qui s'étaient fait des pontons de fortune pour amarrer leurs barques, échoués alors, car la mer était basse, et ronflaient sur leur paillasse après 6 heures de cabotage, de la nuit à l'aurore. Il y avait 19 habitants à Norden. À mesure que l'habitude de les voir tous les avait gravés dans son esprit, ces hommes lui devenaient toujours plus fermés, plus mystérieux, plus inaccessibles. Chacun concentrait en soi sa propre masse de chair, de souvenirs et de croyances. Chacun né finirait par mourir, par le feu, par le fer, par l'eau ou par le tiède baiser de l'âge. Un âge s'en vient, un âge s'en va. Qu'ils étaient donc réels, compacts, épais, tous ces hommes et toutes ces choses, et qu'ils étaient faibles et fragiles aussi, incertains, inachevés. 70 ans passés à interroger le monde, à tenter de faire ce qu'on leur proposait de faire, puis le départ, déjà, vers la tombe, dans les rayons de l'été ou les neiges de l'hiver. Quel froid, au-dedans et au-dehors. Son cœur se serrait en songeant aux foules, ces étranges leurs, que tous croyaient faites d'eux, faites d'hommes. Comme s'il y avait, entre les hommes qu'il avait vus dans l'Ouest et ceux-là, la moindre mesure. Il y a si peu d'hommes, se dit-il, plein de pitié pour ces villageois. Repris par sa jeunesse et assuré par sa réputation d'étrange sage, il s'époumonna. « Ohé, ohé » cria-t-il dans le vent. « Y en a-t-il un seul parmi vous qui sache ce qu'il fait ici sous le soleil et les nuages ?» Le vent seul répondait. « Ohé, ohé » et qui sache ce qui se prépare malgré vous ici et ailleurs. Quel dessein, quel but ont disposé ici vos bedaines et vos bras? Qu'êtes-vous? Une troupe d'appoint? Une pointe avancée? De quelle armée? De quel combat? De quel lendemain? Qui appelait-il vraiment, ce savant égaré dans ce pays venteux? Appelait-il les foules des hommes ou bien appelait-il ceux-là les 70 hommes dans l'Ouest, sous l'ombrage impossible de leur arbre? Personne n'entendait. Alors il cria plus fort, comme un enfant. « Ohé! Ohé, vous mes amis, vous travailleurs ouvriers, artisans de nos sphères, le monde change. Une forme nouvelle est en train de sortir, de pousser dans la terre. Vous le savez à présent, lâchez vos forges et vos filets. Elle nous guette, elle nous menace aujourd'hui. Un nouveau mensonge qui tiendra tous les hommes aussi loin que possible de la vérité. Lequel seulement, lequel? Ohé, hommes et bêtes, semblable chose, je vous en prie. Qu'avez-vous à dire, ô pauvre Har? La veuve sortit son museau, faisant mine de balayer devant sa porte. Elle le regarda, et il sentit presque luire ses yeux. Malheureuse femme. Comme tout le monde, elle devait croire à ce qu'on disait d'elle. Elle se prenait pour une sorcière, et le prenait, lui, pour un sorcier. Le savoir, la science, serait-il un jour, aux yeux des hommes, autre chose qu'une magie qui rêve à son pouvoir et qui court à sa mort?
Prends garde, étranger !» fit soudain sa voix portée par le vent comme un vol de corbeau, puis la porte de la veuve se claqua. Har sourit plus vivement et descendit vers la mer. Il parvenait à la plage. D'un pas vif, il gravit la première des dunes qui s'étendaient à gauche et à droite à perte de vue. Brièvement, il regarda, qui dépassaient de l'herbe, de petits choux verts et des lavandes de mer bravant de leur sécheresse les vents incessants. Le tapis du sable, toujours mouvant sous le ciel toujours gris. Il courait presque. Parvenu au sommet, il contempla la mer. Les vagues arrivaient, par assauts successifs, l'une après l'autre, comme une armée où nul n'est rien à part soi, mais un nombre qui s'accumule, tandis que les vents, eux, avaient choisi de sculpter les dunes, qui se défaisaient et se refaisaient sans trêve. Har aimait cet endroit. Un nuage, soudain, plus noir et plus épais que tous les autres, lui parut fondre sur la mer. Il venait de l'ouest. Il avait une forme oblongue, dessinant une double pointe autour d'un corps long et puissant. C'était un aigle de matière, la terre dans le ciel. Car le corps de cette bête céleste était si dense, luisant sur les pourtours d'une vague clarté ocre, qu'on l'aurait cru modelé dans l'argile. Cette fois, cela commençait. Ce jour était le 31 décembre 999. Dans le village, comme dans tous les villages de ce temps, peu de gens comptaient ou connaissaient les années s'ils parvenaient grâce aux saisons et au fait à repérer les mois et les jours. Eussent-ils compté que les chiffres romains, lourds et malhabiles, ne leur aient pas montré l'étrange nombre qui s'écrivait là. Gerbert d'Aurillac avait certes ramené les chiffres d'Arabie, mais ils étaient encore gardés en secret dans les murs de son monastère. Et pourtant, cette date-là, au moins, tous les hommes la connaissaient. D'un bout à l'autre du monde, ils tremblaient, ils attendaient la fin des temps. L'immense rumeur, dont le panache s'enroulait et s'allongeait sans ordre ni raison apparente, avait enfin atteint Norden quelques jours plus tôt. Il lui avait suffi de quelques heures pour en infecter tous les habitants. Har, lui, avait ri. Il n'avait cure de cette date. Ce n'était pas le nouvel an, ni un nombre, ni même l'autre millénaire qu'il venait guetter sur la surface de la mer. C'était une visite dont un messager, un mois auparavant, l'avait averti. Nul ne pouvait être plus illustre que les deux visiteurs. En grand secret, il devait accueillir Sa Majesté l'Empereur, qu'il ne connaissait pas, et le pape, qu'il connaissait. Voilà, le premier chapitre est achevé. Requiescat in pace. Quelques nouvelles plus fraîches, c'est-à-dire plus saignantes, pour que vous partiez l'esprit. Le pape, en secret, a été dans l'Ouest. Mahar y mit le désordre, mais le pape y met la puissance. Har aura deux fils. L'un, Elias, sera tout autre que tout homme. Tamas, en revanche, sera fils de Har, l'enfant spirituel du pape. Il sera puissant, lui aussi. Mahar, une ultime fois, viendra avec son monstre pris d'inflammation, écumant de sa chair terreuse. Un temps de désespoir, un passé mortel en surgira comme d'une digue. La force de Tamas, qui en détruira le corps, n'aura pas vu que la grâce d'Elias en détruira le principe. Tamas, contaminé, malade et demi-fou, devra partir vers l'ouest. Il en reviendra terrible et puissant. Har mourra comme tout homme, mais non de la mort de tout homme. Tamas deviendra le dicteur, qui aura dans l'ouest et dans un bâton qui l'équivaut, mis le plus mortel des bacilles dans l'arbre des 70. C'est l'histoire. C'est dicté de fer. L'histoire et ses fictions qui piègent tous les hommes. Jusqu'à notre jour, où la guerre s'accomplit de la terre et des hommes, et où il ne nous reste plus qu'à nous donner des nouvelles d'une fin d'empire. Si le malaise de Har fut un peu le vôtre, c'est que vous y êtes. Dès lors, vous voilà inkling, et il me faudra vous entendre. Et si vous êtes resté dehors, eh bien, pardonnez tous ces mots, car tout de même, tout le reste n'est pas littérature.